Bonjour, je m'appelle Charline Colette et je vais vous lire 3 histoires extraites de mon dernier livre, Au bois, publié chez les Fourmis Rouges. Commençons par une petite introduction. Cher lecteur, chère lectrice, tu t'apprêtes à entrer dans le bois. Les 12 histoires que tu trouveras au cours de ta promenade m'ont été racontées par des bûcherons, des promeneurs, des constructeurs de cabanes, des cueilleurs de mûres et d'ail des ours, et j'ai voulu te les raconter à mon tour. Au fil des 4 saisons, au détour d'un tronc d'arbre, au fond d'une grotte ou à l'ombre d'une cabane, tu rencontreras un coucou mystérieux et des blaireaux timides. Tu apprendras à reconnaître le cri du lynx au loin et à dénicher des champignons juste avec ton nez. Tu as mis tes bottes ? Tu as pris ta gourde et ton goûter ? Alors en route pour le bois. Les 3 histoires que je vais vous raconter se sont toutes passées au printemps. La première m'a été racontée par Noé Morganti et s'intitule La maison du coucou. Un jour, je suis allée dans la forêt pour cueillir de l'ail des ours. On peut en faire du pesto, c'est super bon. Je ne sais pas trop pourquoi ça s'appelle comme ça, vu qu'il n'y a pas d'ours ici. J'avais presque rempli mon panier quand j'ai entendu un drôle de chant. Ça venait d'en haut et ça faisait comme ça. Coucou, coucou, coucou. Alors, j'ai levé la tête et je l'ai vu. C'était le coucou. Il allait vite, il sautait d'arbre en arbre. Je ne l'ai aperçu que quelques secondes. Si ça se trouve, il a peur de se montrer parce qu'il est timide. C'est peut-être pour ça qu'il reste toujours dans les arbres. Tout près de là, j'ai vu sa maison. Elle était perchée dans un arbre, perdue au milieu de la forêt. Comme il est petit, le coucou, il a un tout petit lit, un tout petit oreiller, une toute petite chaise, des tout petits couverts, des minuscules casseroles, une petite cheminée et une toute petite porte. Même moi, je ne pouvais pas entrer, tellement c'était petit. Bien sûr, je n'ai pas pris de photo parce que c'est un peu secret, la maison du coucou. Peut-être que des bûcherons ou des chasseurs l'ont déjà croisé, mais à mon avis, ils les évitent. Il faudrait pas trop que les humains le voient, sinon ils viendraient le déranger. Et le coucou, il est tranquille, chez lui, dans la forêt. On va passer à la deuxième histoire, qui m'a été racontée par Myriam Raka. Elle s'intitule « Un lynx dans les phares ». C'était au mois de mai. On était partis en résidence artistique avec ma copine. On faisait alors un film d'animation avec les enfants d'une école jurassienne. On dormait dans une caravane et le matin, très tôt, on partait à l'école en voiture à travers la campagne. J'avais mon permis depuis peu de temps et les routes étaient sinueuses, alors je roulais au pas. On voyait le paysage se transformer au fil des jours. C'était le printemps, comme maintenant. Il nous arrivait de croiser des animaux, des buses, des biches, des renards. Un soir, on avait travaillé tard, le ciel était encore teinté de bleu, mais il commençait déjà à faire noir. La route n'était éclairée que par nos feux et par la pleine lune. Je roulais très doucement. Quand tout à coup, on s'est retrouvé nez à nez avec un lynx. Il avait surgi de nulle part. Il s'était figé devant nous sur ses grandes pattes poilues et il nous fixait de ses yeux vifs. On est restés immobiles des deux côtés, lui et nous, à s'observer. Ma copine a ouvert la portière pour tenter de l'approcher, mais l'alarme de la voiture s'est déclenchée et le lynx a bondi vers le talus. Il s'est arrêté un instant et nous a regardés fixement, une dernière fois. On ne voyait presque plus que ses grands yeux. Puis, il a disparu dans le noir, en filant tout droit vers la forêt. Nous, on n'en croyait pas nos yeux. On savait bien que dans la région, les bergers placent des ânes dans les pâtures pour qu'ils donnent l'alerte en cas d'attaque de lynx. Et les enfants de l'école nous avaient raconté des histoires de moutons disparus. Mais on n'aurait jamais pu espérer en apercevoir un. D'ailleurs, il y a des gens qui passent leur vie à en chercher. Mais on dit que c'est bien plus souvent le lynx qui observe l'homme que l'inverse. Tous les soirs suivants, on est revenu exactement à la même heure, au même endroit, mais on ne l'a plus jamais croisé. Une nuit seulement, depuis notre caravane, on a entendu son cri au loin. Est-ce qu'il voulait nous dire bonne nuit ou au revoir ? On arrive déjà à la troisième histoire.
Celle-ci m'a été racontée par Laurent Colette et elle s'intitule La Foigiste. Le meilleur moment pour moi, dans les bois, c'est le début du printemps. Tout pousse, les animaux bougent, les oiseaux commencent à faire leur nid. Tout fonctionne, quoi. Je me souviens d'un matin où le printemps arrivait. Le soleil était chaud, il faisait très très beau. Quand je suis entrée dans le bois, j'ai entendu les oiseaux de partout. Je devais travailler, mais je n'ai rien fait de la matinée pour les écouter. Moi, je vais au bois depuis que je suis petit. C'est le bois qui me maintient en bonne santé. Je pratique ce qu'on appelle l'affouage. C'est un droit médiéval qui autorise les villageois à couper eux-mêmes le bois dont ils ont besoin. À la mairie, on tire au sort pour avoir un lot, un endroit où faire notre bois de chauffage. En échange de ce bois, on entretient la forêt, on s'en occupe. Mais malheureusement, on ne décide pas de son avenir. La forêt est gérée par l'Office national des forêts. Ce sont eux qui prévoient sur 20-25 ans l'abattage des coupes de bois. Parfois, ils envoient des engins énormes qui travaillent 24 heures sur 24. En 3 jours, ces machines coupent ce qu'on coupe en une année entière, nous, les affouagistes. On voit alors apparaître des trous dans la forêt. C'est ce qu'ils appellent des coupes blanches, des coupes nettes. Tout ce bois est vendu à des pays où les gens sont très peu payés pour travailler. Et il revient ici transformé en parquet, en meubles bon marché, après avoir fait le tour de la terre. Plus on la coupe, et plus la forêt est fragile. Si tu laisses un arbre seul, il n'a plus de protection, et au moindre coup de vent, il se déracine. La forêt diminue et la pollution augmente. C'est un cercle vicieux. Alors, l'ONF fait replanter des arbres qui poussent plus vite, des espèces qui sont parfois différentes de celles qu'on trouve ici naturellement. Mais à chaque fois qu'on importe une nouvelle espèce, on importe aussi des maladies qu'on ne sait pas forcément traiter. Et les arbres meurent encore plus. J'aimerais bien être optimiste sur l'avenir de la forêt. Mais pour ça, il faudrait freiner les machines. Parce que la déforestation, ce n'est pas qu'en Amazonie, hein, non. Il se passe exactement la même chose ici.